Bonjour tout le monde, bienvenue au tout premier épisode de La Révolte culturelle. La Révolte culturelle, c'est un podcast de grandes entrevues d'environ 1 heure chacune, pendant lesquelles on s'entretient avec des artistes de tout genre, de toutes disciplines confondues, qui font pas nécessairement partie du végétariat québécois. Mon ami Émile Dubé et moi, on s'est donné comme mandat de vous faire découvrir, de vous présenter des artistes qui auraient intérêt à être connus davantage. C'est pas nécessairement des artistes qui ont des personnalités de scène, c'est parfois des gens qui travaillent dans l'ombre. On a des réalisateurs, des peintres, des chefs cuisiniers. On considère que aussitôt qu'il y a une démarche, qu'il y a une réflexion, dans la mesure où on pratique quelque chose, eh bien cette discipline-là est un art en soi. On vit à une époque dans laquelle on marchandise constamment la culture. On transforme nos créations, toujours par réflexe, en produits de consommation. On se demandait est-ce qu'on doit faire appel à l'authenticité ou il faut adopter les tendances pour survivre. On tente de comprendre comment les artistes cohabitent avec leurs œuvres au fil du temps. Sans avoir la prétention d'être un animateur, j'ai toujours été curieux de discuter avec les gens de qu'est-ce qui se passait dans leur tête quand il y avait des élans de création, de leur vision créative, qu'est-ce qui les définissait en tant qu'artistes. J'ai donc jugé pertinent de partager avec vous mes entrevues, mes discussions. Pour ce premier épisode, je m'entretiens avec Elémo, de son vrai nom Marc-Olivier Jean, un slameur québécois d'origine haïtienne né à Montréal. Marc-Olivier, c'est un motion designer, un gars qui fait de l'animation vidéo avec qui j'ai souvent travaillé en agence publicitaire, mais j'avais jamais eu la chance de m'entretenir avec lui pour parler de sa carrière de slameur, des textes qu'il écrit, de son amour pour les mots. Sur ce, bonne écoute. Janvier à avril, là, c'était pas mal chargé là, au niveau de l'horaire des ateliers. Donc, j'ai moins pris des contrats de motion design. OK, parce que pour t'introduire un peu, là, Marco, toi, dans le fond, tu fais de l'animation sur l'ordinateur, tu fais du motion design, mais en priorité, t'es un slammer. Oui, maintenant, je mets ça en priorité, effectivement. Je suis slammer, j'ai découvert le slam. Ça fait longtemps que je fais ça, là, une bonne dizaine d'années. Donc, c'est sûr qu'au départ, quand j'ai commencé, c'était pas une priorité. Moi, ma priorité, c'était l'animation, le dessin animé. J'ai étudié là-dedans aussi. Donc, c'est sûr que c'est ce que je voulais faire. Puis après, j'ai découvert le slam qui a été une autre passion. Puis au fil des années, j'ai construit ce côté-là, là. Puis là, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Là. T'es un slammer, t'es pas un rappeur, OK? Oui, mais le rap m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je suis vraiment attiré par le rap aussi, puis j'ai grandi avec ça, j'en écoutais beaucoup. Mais c'est vrai que le slam, il y avait quelque chose qui me rejoignait plus, je trouve. Donc, j'ai commencé à faire du slam. Mais là, tu vois, je travaille sur un album présentement, puis j'ai envie d'ajouter un peu de rap. Donc, je fais un peu de rap aussi, mais en grande partie, je fais du slam. Ouais. Mais pour exemple, pour un slammer là, puriste, là, se faire dire que c'est un rappeur, est-ce que c'est une insulte ou une incompréhension du public? Parce que, tu sais, comme non. Pour moi, être complètement néophyte du slam, là, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Je serais pas capable de dire exactement qu'est-ce qui différencie les deux, en fait. Ouais, c'est ça. Premièrement, c'est pas une insulte parce que tu peux être slammer et rappeur. Il y a vraiment pas de problème avec ça. Puis la différence qu'il faut comprendre, c'est que le slam, c'est une performance. C'est-à-dire qu'il y a des soirées de slam où les slammers montent sur la scène pour déclamer un texte, pour dire un texte. Mais habituellement, ça va se faire en a cappella. Donc, il y aura pas de musique. Donc, déjà là, il y a une différence avec le rap, où dans le rap, il y a obligatoirement de la musique, puis le rappeur va suivre le rythme de la musique. Donc, par rapport à son flow, puis la musique qu'il va avoir, il va essayer de suivre la musique. Tandis que dans le slam, à la base, c'est plutôt la performance. Donc, le fait de dire un texte en a cappella, c'est ça qui va être considéré comme du slam. Après, c'est vrai qu'il y a des slammers qui vont ajouter de la musique parce qu'ils ont des textes de slam. Mais à partir du moment où tu ajoutes de la musique, on s'éloigne un peu du slam parce que l'essence du slam, puriste, là, comme tu disais, mais c'est justement sans musique. Donc, c'est sûr que si tu proposes un album de slam, ça veut dire que c'est des textes de slam que tu partageais devant un public sur la scène. Mais en ajoutant de la musique, on s'éloigne parce que l'album en tant que tel, c'est plus un texte que tu écoutes dans tes oreilles. Donc, il n'y a pas le public, il n'y a pas la scène. Donc, c'est là qu'on s'éloigne du slam. Je comprends. Mais aujourd'hui, avec YouTube, les réseaux sociaux, on dirait que est-ce que c'est une meilleure plateforme pour le slam parce que là, on peut avoir la performance sur notre téléphone, sur nos ordinateurs, alors que peut-être qu'à l'époque, le slam, c'était juste quelque chose qui était exclusif sur se déplacer sur place pour voir la performance?
Ben, c'est sûr que ça change tout, là. Les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour n'importe quel artiste, là, de fait de partager ses œuvres, permet d'avoir une plus grande visibilité. Mais je te dirais que le slam, c'est encore meilleur sur place. C'est-à-dire que c'est mieux de se déplacer pour aller voir un spectacle de slam, une soirée de slam, parce que c'est ça le slam en fait. C'est le fait de dire un texte devant un public. Donc, lorsque tu assistes à une soirée, c'est là qu'il y a il y a toute la magie là qui se passe parce que justement il y a cette espèce d'échange là avec le public et le slammer. Donc, vaut mieux à mon avis aller voir du slam sur place, donc sur la scène. Ouais. Puis, comment se porte la scène du slam au Québec? Comment que ça va? Est-ce que c'est un genre qui est en santé au Québec? Oui, c'est en santé dans le sens où il y a des habitués qui sont là, qui écoutent le slam. Je te dirais que c'est très underground encore. Je pense que ça mérite plus de place. Je pense que ben en fait c'est un peu ça mon but là, c'est de faire connaître le slam encore davantage parce que j'assiste à des soirées, je participe à des soirées, puis je trouve que c'est très riche comme soirée, puis c'est pas tout le monde qui est au courant de ces soirées-là ou de c'est quoi le slam. C'est vrai que c'est encore ambigu pour certaines personnes. Ils ont entendu le mot, c'est quoi? Ouais, du rap un peu, tu sais, c'est pas très clair pour tout le monde, puis c'est correct, mais moi, mon processus là-dedans, c'est justement de faire découvrir le slam au grand public. Puis je pense qu'en proposant des textes avec de la musique, oui, même si on s'éloigne du slam, ben ça permet au moins aux gens de découvrir un peu plus c'est quoi du slam. T'sais. Donc, si je comprends bien, toi, tu en consommes du slam. J'en consomme, mais c'est vrai qu'il y en a pas. Ben j'en consomme lorsque je vais à des soirées de slam, mais c'est vrai qu'il y a pas des albums de slam, il y en a pas beaucoup là, donc. Mais c'est sûr que j'en consomme beaucoup. Moi, je vis avec ça. C'est ma passion aussi là, donc c'est sûr que oui. Tu dirais que toi, exemple, les 2 albums que tu as à ton actif, c'est des albums de slam? C'est un album que j'ai. Puis okay. Oui, on peut dire que c'est un album de slam parce que c'est vrai que c'est des textes de slam que je partageais devant le public. Donc on peut appeler ça du slam, oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi au Québec? Est-ce que tu considères que t'es un des seuls qui a publié un album de slam québécois? Non, il y en a d'autres. Il y a Queen K, qui est une slameuse qui a sorti plusieurs albums de slam. Moi, je pourrais considérer ça comme du slam. C'est des textes sur musique, des poèmes. Donc, c'est du slam. Il y a David Goudreau aussi, qui avait sorti un album un peu dans le rap aussi. Lui, je pense qu'il mixait un peu les deux, mais tu sais, c'est ça. Moi, ce que je veux dire, tu sais, un slammer, ça écrit des textes. Donc, à partir de là, tu peux te permettre de soit faire du rap, soit d'écrire des livres, soit de, tu sais, à la base, un slammer, c'est un écrivain, donc il y a plusieurs chemins possibles pour lui. Donc, mais tu sais, c'est comme des fois il y a des humoristes qui aiment pas trop aller voir des soirées d'humour par peur de copier des blagues, tu sais, sans même s'en rendre compte et tout. Fait que je me disais, est-ce que c'est la même chose pour le slam, tu sais, pour rester le plus près possible de ce que toi tu peux créer en tant que personne? Est-ce que des fois tu t'évites d'aller trop en voir pour peut-être trop t'inspirer puis à la limite commencer à copier, tu sais, Ouais, non, c'est vrai, mais c'est intéressant là. J'imagine qu'il y a des slammeurs ou des slameuses qui font ça là, qui vont pas trop à des soirées slam, mais pour ma part, je vais pas à beaucoup de soirées là, donc c'est sûr que l'inspiration ça vient de moi là en général. Là, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, j'aime bien en écouter. Ça peut m'inspirer, mais c'est vrai qu'il faut pas copier ou quoi que ce soit. Il faut avoir sa couleur propre. Puis voilà. Mais j'aime bien en écouter, oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui roule dans ta bibliothèque de musique, dans ton iPod ces temps-ci? Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute, c'est assez varié. Là. Dernièrement, j'ai découvert Alexandra Streliski, qui est une pianiste, donc c'est vraiment de la musique instrumentale. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Oui, c'est ça. Donc, puis il y a environ un an, là, il y a ma copine qui m'a fait découvrir ça, mais ça m'avait pas attiré plus que ça. Puis finalement, je suis tombé sur une autre musique moins populaire qui est venue vraiment me chercher. Donc là, je commence à l'écouter beaucoup plus. Donc, puis des fois, c'est la personne qu'on est aussi. C'est le moment où est-ce qu'on est dans notre vie, qu'on
qu'on écoute une chanson qui nous accroche moins, puis là, hop, soudainement, 8 mois, 9 mois plus tard, on est rendu ailleurs dans notre vie, puis là, ça résonne plus avec nous. Là. Ouais, tout à fait. Donc, moi, j'écoute beaucoup de musique instrumentale par moment. Je trouve que ça peut m'inspirer aussi pour des textes, tu sais, puisque justement, des musiques instrumentales, il y a pas de paroles, donc des fois, ça me permet de trouver un thème ou m'inspirer, tu sais. C'est que j'écoute ça. Sinon, j'écoute pas mal de tout, rap québécois, Loud, Fouki, ces deux artistes que j'aime beaucoup. Un peu moins de rap américain, je vais t'avouer que ces temps-ci, j'ai décroché un petit peu. Mais je veux dire, tu sais, à l'adolescence, j'en écoutais beaucoup, tu sais, 50 Cent, Eminem, tout ça. Là, je trouve que le style a un peu changé, ça m'attirait un peu moins. Ben pour ma part, je trouve que c'est du rap qui a un peu moins sa place. Tu sais, quand tu regardes des clips comme Candy Shop de 50 Cent avec le climat de dénonciation en ce moment, tu fais comme bon. Ouais. On peut ne pas l'écouter, puis c'est correct. Ouais, non, c'est sûr. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, rap français, je trouve qu'il y a quelque chose qui est revenu aussi dans les rappeurs français là. Donc j'écoute Nekfeu, Kerry James que j'écoute depuis longtemps aussi. Donc Orelsan, tu l'aimes-tu? Orelsan, j'aime beaucoup aussi. J'adore Orelsan. Je pense qu'il a jamais sorti un mauvais album. Non, c'est vrai effectivement. Donc c'est sûr que j'écoute plus les paroles aussi là quand j'écoute du rap français ou de la musique en général. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que ça m'attire. Tu sais, Nekfeu, là, je trouve tellement qu'il joue avec les mots, puis ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, puis il y a un bon flow aussi, donc c'est pour ça que je l'écoute beaucoup aussi. Là. Toi, ça fait plus de 10 ans que tu t'intéresses au slam? Que tu joues avec les mots, les syllabes, le rythme. Est-ce que ta famille et tes amis t'invitent encore pour jouer à Scrabble ou Cranium ou t'es rendu trop fort c'est plus le fun de jouer avec toi? Ouais, bonne question. Mais non, je vais t'avouer que Scrabble, j'ai jamais vraiment joué plus que ça. Je sais pas si je serais bon, je sais pas. Mais non. On t'invitera pour une game. Moi, je suis sûr que t'es plus fort que la moyenne. Mais c'est drôle parce que, tu sais, oui, je joue avec les mots, c'est le fun, mais je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup en général. Tu sais, on aurait tendance à penser que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de livres, etc. Mais je t'aurais posé la question. Ouais. Je suis surpris que tu me dises ça. Ouais, mais non, ça se passe surtout par l'écoute en fait. Lorsque tu sais, j'écoute des entrevues à la télé ou des conversations, tu sais, il y a des mots que je découvre, puis là, il y a quelque chose à faire avec ce mot-là, etc. Mais je te dirais que j'aime beaucoup les mots, mais j'aime surtout jouer avec les mots. Donc, je peux pas me permettre de dire que je connais plein de mots, puis je suis fou là-dessus, là, mais jouer avec, tu sais, je peux prendre un mot, puis réussir à trouver d'autres mots qui ressemblent à ce mot-là, puis m'amuser avec ça. Donc, ça, c'est vraiment ma passion, plus que de lire des romans ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que je lis ce qui m'intéresse, là, surtout, mais pas des romans policiers ou quoi que ce soit, là. Mm-hmm. Donc, mais ça, est-ce que ça a toujours été ce plaisir-là de jouer avec les mots? Tu sais, avant même de découvrir le slam, là, si tu me parles de ton enfance, quand t'étais primaire, début secondaire, est-ce que ça a toujours été comme ça ou ça s'est développé avec le temps? Ben pas du tout là, c'était pas ça. Non. non, c'est ça, ça faisait pas partie de mes passions parce qu'en fait moi c'était carrément le dessin. Là. Ça c'était ma passion depuis que j'ai 3 ans là, c'est que moi je dessinais beaucoup. Puis c'est ce que je voulais faire dans la vie. Je me souviens avoir dit que je voulais être soit peintre ou dessinateur. Tu sais, c'était comme ce que je voulais faire. C'est moi j'ai développé ce côté-là. J'ai pris des cours de peinture. Puis au cégep, j'ai étudié en dessin animé. Donc ça a été vraiment formidable là, ces 3 années-là. C'est ça, c'était une technique. Puis par la suite, j'ai travaillé dans le milieu de l'animation en dessin animé dans un studio qui s'appelle Oasis Animation. Puis je te dirais vers l'âge de 19 ans. Non, plus tard. Non, à 19 ans, j'ai commencé à travailler. À l'âge de 22 ans, c'est là que j'ai commencé à faire du slam. Donc c'est venu quand même assez tard. Ouais, 22 ans, on parle de quelle année? 2009, ça? Non. Oui, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais? Ouais. OK. Ouais, cool. Carrément. Donc, t'as toujours été un
un enfant plus artistique, que tu as toujours comme baigné là-dedans, mais il me semble que tu me disais, tu viens d'une famille d'artistes. Hein? Tu me parlais que tes frères, il y en a un qui est réalisateur, je pense. Ouais, exactement. J'en ai un autre qui est comédien. J'ai un frère jumeau qui, lui, est graphiste. Puis j'ai un père comédien aussi. Donc... mais c'est quoi? Mais en fait, grandir dans une famille d'artistes, tu disais que tout jeune, tu disais, ah oui, moi, je vais être peintre ou illustrateur, ou dessinateur. Puis c'est sûr que tes parents t'encouragent. C'est sûr que, parce que la majorité des parents, si je me fie à mon expérience ou celle de mes amis, quand on arrive à nos parents puis qu'on dit, ah ouais, on va faire de la vidéo dans la vie et tout, les parents, par réflexe, ils veulent qu'on gagne bien notre vie, ils veulent pas qu'on soit dans la misère. Fait que tout de suite, c'est sur la défensive puis dire, t'es-tu sûr que tu veux faire ça ou que tu vas réussir là-dedans? Toi, ça devait être le contraire. Là. Toi, ça devait t'accepter. Puis, Oh oui, tout à fait. Puis il m'encourageait à aller là-dedans. Puis il voyait le talent aussi. Il voyait le potentiel pour que j'aille là-dedans. C'est qu'ils m'ont encouragé à fond, que ce soit ma mère ou mon père. C'était ça. Puis évidemment, il y a toujours cette crainte de est-ce qu'il va bien réussir, on aimerait qu'il fasse des études à l'université, etc. Mais après, j'ai vite trouvé un travail, j'ai trouvé mon chemin aussi, puis ça leur a mis en confiance. Puis non, vraiment, puis ça, je les remercie pour ça. Là. Mes parents, ils sont formidables. Là. Ils m'ont permis de faire ce que je voulais faire, puis il n'y a eu aucun frein par rapport à ça. Fait que là, 2009, 22 ans, tu finis le cégep, tu travailles en animation et là, tu as un premier contact avec le slam. En fait, j'ai terminé à 19 ans, le cégep. Donc, j'ai travaillé à 19 ans. C'est que je te dirais pendant, c'est ça, là, 2 ans, 3 ans, j'ai travaillé dans le milieu de l'animation. Je faisais pas de slam. Puis, à 22 ans, j'ai découvert le slam. Puis, ça a été un coup de foudre, là, dans le sens que il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est avec là j'ai commencé. En fait, j'avais écouté des slammers qui jouaient beaucoup avec les mots, donc c'est venu me chercher. Puis j'ai eu le goût d'essayer. Donc là, j'ai commencé à slammer, à écrire des textes. Puis je pense 1 an après, j'ai participé à des soirées de slam. OK. Est-ce que tu te rappelles de ce premier moment-là? Peux-tu me le raconter, le coup de foudre que tu as eu? Oui, c'était... en fait, il y a eu 2 moments. Il y a un moment où j'avais entendu un texte de Grand Corps Malade. Je sais pas si tu connais. En tout cas, puis il y a un texte qui s'intitule « Père et mère ». Donc ça, c'est un texte fou, genre, où est-ce qu'il joue avec les mots « père » et « mère ». En tout cas, il intègre les syllabes « père » et « mère ». En tout cas, bref, puis il s'est venu me chercher, j'ai vraiment adoré ça. Puis, wow, c'est ça que je veux faire. Puis ça a été un moment où est-ce que, mais je savais pas que c'était du slam encore. J'avais juste entendu ce texte-là. Peut-être j'avais 18 ans, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis par la suite, lorsque je travaillais, c'était une collègue qui m'avait conseillé d'écouter cet artiste-là, qui fait du slam, parce que moi, j'écoutais beaucoup de rap français. Donc, il m'a conseillé d'écouter cet artiste-là. Donc, j'ai écouté son album. Puis avec un album de slam, il faut prendre le temps d'écouter les paroles parce que tu peux pas juste écouter l'album comme n'importe quel album parce que c'est le texte qui est mis de l'avant, il faut vraiment prendre le temps d'écouter les paroles. Non, c'est ça. Si je veux découvrir un album de slam, je peux pas mettre ça pendant que je fais à manger dans la cuisine en jasant avec du monde. C'est vraiment pas le moment approprié pour en écouter. Exactement, c'est que puis même au début, j'ai commencé à écouter pendant que je travaillais, puis j'écoutais pas tant les paroles, puis finalement, j'ai pris le temps, puis j'ai dit waouh, OK, il y a une histoire qui est racontée, mais avec une certaine métaphore, avec des jeux de mots, c'est que c'est vraiment ça qui est venu me chercher, puis ça a été un déclic, donc j'ai commencé à écouter des slammers sur Internet là qui partageaient leur performance, puis j'ai vraiment trippé là, mais puisque tu t'intéressais déjà au rap français puis au rap at large, est-ce que tu avais déjà pensé, toi, de t'essayer dans le rap ou le slam t'a présenté un peu les éléments manquants du rap? C'est ça, j'ai essayé. J'ai essayé un peu dans le rap, mais c'était vraiment plus pour le fun. On commence toujours par le fun, mais c'est vraiment du... premièrement, j'essayais de rapper en anglais, C'est pas pourquoi t'as toujours cette envie de commencer en anglais, là, parce que c'est cool, de rapper en anglais. Mais ça marche. Tu regardes les médias à l'époque, Musique Plus et tout, on était bombardés de
d'œuvres américaines. Je veux dire, c'était plus fort que nous de vouloir faire des trucs en anglais. C'était comme un réflexe. Là. Ouais, exactement. Donc, ça a été mon réflexe aussi. Mais tu sais, moi, mon anglais, il est pas si bon que ça. Là. Ça fait que ça valait pas la peine. Puis bref, j'avais fait une tourne avec mon frère, tu sais. Puis on avait fait écouter ça à un ami. Puis l'ami a dit, mais pourquoi vous rappez pas en français, tu sais? Puis sur le coup, on dirait que juste cette phrase-là m'a comme fait penser que, ben ouais, il me semble que ça serait tellement mieux en français. C'est con, mais c'est ça, tu sais. Puis je serais plus en mesure de le faire. C'est là que j'ai commencé un peu à écouter du rap français. Puis j'ai commencé à écrire un peu, mais pas plus que ça, là, tu sais, c'était vraiment rien de sérieux, mais c'est vrai que je te dirais quoi, à 18 ans, c'est là que j'ai commencé à écouter un peu plus de rap français, puis j'ai commencé à m'intéresser aux mots, puis aux jeux de mots, puis aux rimes. Puis c'est que je consommais beaucoup de rap français, donc je te dirais de 18 à 22 ans, là, j'étais quand même à fond dans le rap français, donc c'est pour ça que peut-être ça a été facile pour moi d'essayer d'écrire du slam par la suite parce que justement j'étais bombardé de mots puis de rimes puis OK, mais c'est comme si le slam dans le fond était venu t'apporter l'espèce de J'ai comme l'impression que le slam avait un élément manquant que le rap t'apportait pas, que là quand t'as vu le slam, ça a comme confirmé que oui, je peux le faire mais de cette façon-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben premièrement, c'est cette liberté là, c'est-à-dire que t'as pas à suivre le rythme de la musique, tu sais. Tu sais, dans le slam, tu sais, justement, puisqu'il n'y a pas de musique, mais c'est toi qui crée ton rythme. C'est que ça, j'aimais ça beaucoup. C'est, tu sais, tu peux écrire n'importe quand, t'as pas besoin de musique, t'as pas besoin de rien. C'est que ça, c'est vraiment le fun. Il y a quelque chose qui me ressemblait plus. Tu sais, des fois, le rap, c'est très, pas tous les rappeurs, mais tu sais, des fois, c'est très engagé, très dénonciateur, ou, tu sais, en tout cas, dans le rap français, peut-être plus, puis tu sais, des fois, il y a même des fois une rage dans la façon de dire les choses. Puis ça, c'était moins, tu sais, ça me ressemblait moins. Mais dans le slam, tu sais, c'était plus, tu sais, tu peux parler de ce que tu veux dans le rap aussi, mais je sais pas, il y avait une liberté dans le slam qui est venue me chercher. Puis j'ai quand même l'impression que dans le slam, il y a quelque chose d'un peu comédien. Tu sais, tu t'appropries vraiment les mots. Puis en tout cas, je regarde tes vidéos, quand tu livres ton texte, c'est comme si les mots, tu les vivais pour vrai, là. Ouais, mais c'est ça, c'est la scène aussi, c'est le plaisir de faire de la scène, puis justement d'être un peu le comédien, puis d'interpréter un texte, ce qu'il n'y a pas dans le rap à la base, dans le sens où le rap, c'est un style musical, puis tandis que le slam, tu vas être sur la scène, puis le plaisir du slam aussi, c'est aussi d'interpréter un texte. Donc ça, c'était vraiment le fun pour moi aussi. Puis tu sais, pour livrer un slam, il faut assurément avoir un rythme, ben pas un rythme, mais tu sais, une diction d'enfer, un delivery vraiment béton. Ouais. Est-ce que tu l'avais naturel quand tu as commencé ça, ou il a fallu que tu travailles vraiment fort pour y arriver? Je pense que je savais que j'avais, j'ai pas envie de dire talent, là, parce que, non, on peut le dire. T'avais déjà une longueur d'avance. Là. Ouais, puis je pense que c'est dû au fait que je suis entouré d'artistes chez nous, tu sais. Comme je t'ai dit, mon frère est comédien, mon père aussi. Tu sais, j'avais compris certains trucs, comment être naturel dans la façon de jouer, comment interpréter. Tu sais, je sais que je l'avais déjà un peu. J'avais fait une pièce de théâtre aussi une fois à l'adolescence, tu sais, puis ça fonctionnait quand même assez bien. Donc, je savais que je pouvais le faire. Par contre, ce que je devais travailler, c'était ma confiance en moi. Ça, c'était comme... Ah ouais? Ouais, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très réservé, timide, puis qui parlait pas beaucoup. Donc, j'ai dû travailler ce côté-là. Puis, ma première soirée de slam, ça a été très difficile parce que justement, j'avais pas... cette aisance-là là, de parler devant un public. Après, bon, je sais que la majorité des gens ont peut-être la difficulté à faire ça, mais moi, ça a été un gros travail. Donc, moi, ma première soirée de slam, tu sais, j'ai tellement travaillé mon texte parce que je voulais m'assurer que ça soit bon, que j'avais plus confiance en mon texte, plus que moi, tu sais. Ça a été ça. Ouais, c'est ça. C'est que j'avais vraiment travaillé beaucoup mon texte pour m'assurer d'être en mesure de partager ça. Mais c'est fou. C'est quoi les entraînements, ben, si on peut les appeler comme ça, là, mais c'est quoi les exercices que tu as faits? C'est quoi les étapes que tu as traversées pour
pour développer ça, cette confiance en toi? Ah ben c'est un travail de longue haleine. Hein. Tu sais, comme je t'ai dit, moi ça fait 10 ans que je fais de la scène, donc déjà de partager des textes à répétition devant des gens, ben veux pas, ça te permet de gagner une certaine confiance. Après, c'est sûr que tu développes des trucs, des outils pour te permettre de mieux gérer le stress avant une performance. Et tu sais, moi j'ai compris qu'avec la pratique, tu sais, en plus c'est drôle parce que j'ai sorti un document comment surmonter la peur de parler en public. J'allais te dire, ça fait 22 heures que tu l'as mis sur Instagram, ton document. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un très bel outil. Puis ça, je l'ai compris au fil des années, tu sais, c'est de trouver des moyens pour, c'est ça, mieux gérer le stress, mieux, tu sais, comment avoir cette confiance en toi, ben, te dire que, OK, on s'en fout si les personnes te jugent, on s'en fout, tu sais, c'est comme, puis c'est pas plus grave que ça si ça se passe, si ça se passe pas bien ou, tu sais, je veux dire, puis tout le monde fait des erreurs, tu sais, je veux dire, tu sais, OK, tu bafouilles à un moment donné, ça peut arriver, mais comme au fil des années, j'ai compris que c'est pas plus grave que ça, puis il y en a d'autres qui le font, puis c'est pas la fin du monde, puis tu peux te reprendre, puis tu peux, tu sais, moi il y a une soirée par exemple, là j'ai eu un blanc de mémoire, puis ça s'est vraiment pas bien passé, mais tu sais, je me suis pas mis à pleurer chez nous après, là, je me suis dit, OK, ça arrive, puis je vais juste... Mais on n'est pas invincible non plus, là, tu sais, je veux dire, il y a des trucs qui se passent dans ta vie, je veux dire, tu sais pas par quelle journée tu t'es traversé avant de faire cette soirée de slam-là, puis tu sais, il faut pas être trop dur envers soi-même, là. Exact, puis peut-être que moi je l'étais, puis c'est ça, tu sais, moi c'était beaucoup la peur du jugement, qu'est-ce qu'ils vont dire si je rate, tu sais, moi j'étais beaucoup là-dedans, tu sais, puis je pense même encore aujourd'hui, j'ai du travail à faire au niveau de ma confiance en moi, mais tu sais, déjà, je suis très fier de ce que j'ai accompli parce que si je parlais à moi il y a 10 ans, puis je lui dirais, tu vas faire ci, ça, tu sais, moi, je serais complètement surpris, tu sais, je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli, tu sais. Puis c'est ça qui est beau là-dedans. Mais c'est fou, Marco, parce que je te connais dans un contexte professionnel, tu sais, c'est quand tu venais à l'agence faire de l'animation. Ouais. Puis, tu sais, t'es quelqu'un de super charismatique, à la fois très réservé. Ouais. Puis, tu sais, t'es vraiment pas la personne la plus extravagante. Tu prends pas de place dans une pièce. Sauf que là, quand tu montes sur une scène, tu deviens là complètement... Je me rappelle, la première fois que tu me dis que tu faisais du slam, on était dans une salle de montage. Puis là, tu me dis, ouais, pour le 375e de Montréal, je suis monté sur une scène devant des milliers de personnes. Puis là, je te regardais, j'étais comme, toi, ça, de monter genre, sur une scène devant des milliers de personnes. C'est ça. Ouais. Puis là, tu montres cette vidéo-là de toi qui est entouré de musiciens et tout. C'était juste magique, ce moment-là. Ouais. Je me demande, est-ce qu'il a fallu que tu te crées un personnage ou un alter ego? Ou, parce que ton nom d'artiste, c'est LMO, en fait. Ouais, exact. Mais non, parce que dans le sens que je sais qu'est-ce qui fait une bonne performance. Donc, je peux pas être cette personne réservée sur la scène. Ça marche pas. Tu sais, oui, dans la vie, je suis quelqu'un de réservé, de très calme aussi, toujours à son affaire. Tu sais, tu me vois dans un bureau, tu sais, je suis vraiment à mes trucs, puis je suis full concentré, puis je parle pas beaucoup, mais sur la scène, c'est de la scène. Il y a un public, tu sais, je veux dire, pour moi, il faut aller les chercher, puis la façon d'aller les chercher, ben, c'est justement d'avoir cette présence sur scène, d'être convaincant, d'avoir de l'aplomb, tu sais. Moi, je l'ai compris, ça, tu sais. C'est que c'est pour ça que oui, je deviens quelqu'un d'autre. On pourrait dire ça comme ça, mais parce que pour moi, c'est ça qui signifie une bonne performance. Donc, je peux pas être le Marc-Olivier qui est devant son ordi, qui est réservé et calme. Ça marcherait moins, à mon avis, lors d'une performance. Puis quand tu sais, j'imagine qu'il y a comme une synergie qui s'installe, les gens t'écoutent, les gens, tu sais, tu as leur attention, donc ça te motive, ça t'énergise, mais ça arrive-tu des fois des soirées où est-ce que tu livres un slam, puis ça parle, puis tu sens pas que c'est donnant-donnant. Fait que... Ah ben oui, on le sent tout de suite. On le sent tout de suite lorsque tu proposes une performance, puis le public accroche pas. Tu le sais, en plein milieu, là, tu le sais que... tu sais, puis là, t'essayes de faire mieux, mais tu sais, ça marche pas. Tu sais, ça arrive, mais tu sais... à partir de là, ben, tu retravailles ton texte. Ça peut être possible. Tu essaies de voir qu'est-ce qui a pas marché aussi, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Moi, tu sais, j'essaie toujours de voir le pourquoi, tu sais, plus que je m'en vais chez nous puis je pleure puis tu comprends, tu sais, mais tu sais, c'est une façon positive de voir la chose. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est arrivé puis
il y a quelque chose à faire pour améliorer ça, tu sais. C'est que moi, c'est un peu ma mentalité là-dedans. Mais c'est intéressant ce que tu disais. Tu sais, tu reviens chez toi puis tu retravailles ton texte, tu essaies de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le texte. Uh-huh. Est-ce que des fois, tu relis tes textes d'il y a 10 ans, tes premiers textes? Est-ce que des fois, tu replonges dans des œuvres qui datent de comme tes débuts? Ouais, ça peut arriver. Ça arrive pas souvent, mais oui, c'est sûr que je peux tomber sur un texte, puis je vois qu'il y avait quelque chose d'intéressant, mais tu sais, je te dis, tu sais, je suis pas cet artiste-là que, tu sais, je vais dire, il y a 10 ans, c'était pas bon ce texte-là, ou whatever, tu sais. Moi, je trouve que, tu sais, dès le début, j'ai commencé à écrire en tout cas, des textes que je considère très bons, puis je suis très content, donc... Ouais. Mais tu considères-tu que tes premiers textes, est-ce que tu essayais d'interpréter quelqu'un que tu n'étais pas dans tes textes, ou tu étais tellement déjà authentique que tu vis bien avec ça aujourd'hui? Ben en fait, non. Quand j'ai commencé à slammer, en plus j'avais filmé la vidéo de ma première soirée slam. Wow. Puis c'est drôle parce que, ben premièrement, moi j'ai remarqué que au niveau de la manière de parler, j'étais très rap français, c'est-à-dire que je prenais un espèce de flow. Apparemment, on dit que ça, tu sais, je sais pas, c'était un peu, changer un peu mon flow, alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est plus naturel. Mais après, ouais, j'étais influencé beaucoup par les rappeurs français. Peut-être ça manquait un peu de naturel. Mm-hmm. Après, en plus, j'ai pris des cours de diction parce que je voulais perfectionner ma diction, tu sais. Ouais. C'est que ça m'a aidé à être plus professionnel, plus naturel aussi. Donc, mais c'est sûr qu'au début, c'est jamais comme dans le sens qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, tu sais, mes premières performances, tu sais, on voyait peut-être que j'étais un peu moins à l'aise sur la scène, puis mais tu sais, c'est avec l'expérience qu'on finit par être plus à l'aise, puis de gagner en confiance, comme je l'ai dit. Tu sais, moi, j'avais pas beaucoup de confiance en moi, donc c'est sûr que ça a été un travail aussi. T'es-tu capable, tu sais, quand tu reprends des textes qui datent un peu, est-ce que tu es capable de dire, oh non, tu sais, ce texte-là, je vais pas y retoucher parce que il date d'une époque, il date d'un moment, puis tu sais, point final, ou tu te permets de revoir des fois puis de retoucher tes textes? Non, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup retravailler ses textes, en fait. Peut-être plus l'interprétation, plus que le texte. Okay. Parce que des fois, je trouve qu'il y a une beauté dans le fait que je considérais ça terminé, ce texte-là, puis j'ai pas envie d'y retoucher. Moi, je me dis que peut-être c'est au niveau de l'interprétation qui manque quelque chose, ou c'est qu'habituellement je retravaille pas trop mes textes. Ça peut arriver, mais pas souvent. Là. Est-ce que des fois les textes te replongent dans un état, tu sais, d'esprit ou émotionnel que t'as pas envie de retourner? Ça t'arrive-tu des fois, ça aussi? Ben ça me replonge dans un état, c'est sûr. Ça dépend du texte. Tu sais, s'il y a des textes plus tristes ou whatever, c'est sûr que ça vient me chercher. Mais c'est vrai qu'il y a un texte qui s'intitule « Je suis », qui parle un peu de moi, puis qui se retrouve sur mon album. Puis il y a de la musique, un piano qui est appuyé de mon texte. Puis je l'avais écouté cette année, en début d'année. Mais tu sais, ça fait 3 ans que je l'ai sorti. Puis c'est vrai que ça... Tu sais, moi, je suis pas du genre à écouter mon album plus que ça, là. Mm-hmm. Mais puisqu'on était à un atelier, ben j'avais projeté ce vidéoclip-là, puis je sais pas pourquoi, mais je l'ai réécouté, puis c'est vraiment venu me chercher. Tu sais, comme si des fois on oublie la beauté du texte parce que tu sais, je sais pas, t'es pas dedans, ou tu l'as écrit, ça fait longtemps, puis... Un moment donné, c'est le contraire aussi. Des fois, on a le nez tellement dedans qu'on était écœuré de le lire. Ouais. Ou, tu sais, on est rendu insensible aux émotions qu'on voulait faire passer. Ben justement, puis là, ça faisait 3 ans que je l'avais pas entendu, puis là, j'ai replongé là-dedans. Ça a été comme très émouvant, puis j'ai dit, mais c'est tellement beau, puis c'est venu me chercher, tu sais. C'est que oui, ça peut arriver là, de replonger dans un texte, ça, c'est sûr. Ouais. Je connais des artistes, tu sais, que les chansons que les gens préfèrent le plus, qu'ils veulent entendre toujours dans toutes les tournées qu'ils font, c'est des chansons que eux ils sont plus ou moins capables de rejouer parce que ça les met tellement à l'envers de les jouer, parce que ça les replonge dans des souvenirs vraiment, vraiment douloureux qu'ils s'empêchent de jouer ces chansons-là, même si c'est des chansons à succès, tu sais. Ouais.
Ça t'est-tu déjà arrivé de dire, oh non, ça, ce soir, je pourrais pas la faire, celle-là, parce que je suis trop proche de mes émotions? Ou est-ce que tu as déjà dû changer tes performances par rapport à comment tu te sentais? Non, c'est jamais arrivé. Mais tu sais, encore là, j'ai pas beaucoup de textes qui me fait plonger dans le désespoir ou je ne sais trop. Tu comprends? J'en ai pas vraiment de textes comme ça. J'en ai un ou deux, puis je les ai faits quelques fois, mais pas plus que ça. Donc, ça m'arrive pas, là, habituellement. Mais c'est vrai que t'es quelqu'un, puis même en dehors de tes textes, de tes œuvres, t'es quelqu'un de très optimiste qui voit toujours le verre à moitié plein, non à moitié vide. Fait que c'est sûr que, en tout cas, pour moi, t'as toujours eu un aura de positivisme puis d'optimisme. Ah oui. Puis c'est important, tu sais, c'est important de le partager, c'est important de le dire aussi parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de négatifs, puis je remarque que c'est ça, les gens, des fois, ils stickent trop sur le négatif, ça, et que là, je suis comme, mais non, ils voient le bon côté de la chose, puis, tu sais, moi, je trouve que ça me donne un mental plus fort, tu sais, ça me permet d'avancer, puis de voir la vie. Tu sais, c'est ça, c'est une question de perspective, tu sais. Toute la vie, tu sais, ça aurait pu se passer tellement autrement ou ça aurait pu se passer moins bien. Tu sais, dans les pays, ça se passe tellement mal. Ils ont de la misère, tu sais, de la manière de vivre. C'est tellement pas comme la nôtre. Tu sais. Moi, je me fie là-dessus. Puis des fois, j'ai des pensées comme ça, ceux qui n'arrivent pas à manger ou qui doivent marcher des kilomètres pour juste aller avoir de l'eau, prendre de l'eau, boire de l'eau. Tu sais, c'est comme... Puis nous, on n'a qu'à ouvrir notre robinet. Puis tu sais, c'est con, mais moi, je pense à ça. Puis je suis comme... C'est que je suis bien, tu sais. non, mais oui, puis peu importe ce qui... Mais oui, puis peu importe ce qu'on arrive. Des fois, il y a des mauvaises journées, oui, mais reste qu'on est bien en esti. Ouais. Marco, il s'est passé beaucoup de choses dans la dernière année, en tout cas. Je me rappelle à l'agence 16 juillet 2019, j'avais une animation à faire. Fait que là, moi, tout bonnement, je dis à la productrice Isa, ben, t'appelleras Marco, tu sais. Ouais. Puis elle me revient en panique, elle fait, écoute, c'est parce que Marco, il y a un arrêt cardiaque. Ouais. Puis là, fast forward, un an après, t'es nouvellement papa. Qui est fantastique. C'est merveilleux. Fait tu sais, autant dans des moments vraiment éprouvants que marquants et tout, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses. Comment tu vas, là, en ce moment? Ça va super bien. Ça va super bien. Écoute, cet événement-là, l'incident, tu sais, ça se passe tellement vite, puis tu sais, puis sur le coup, tu sais pas ce qui se passe, tu sais. Arrêt cardiaque, tu sais, t'es pas conscient de ce qui t'arrive sur le coup, tu t'es effondré, ok. Puis là, en plus, j'étais en mesure d'être réveillé par moment, donc c'est un peu par intermittence là que je m'évanouissais. Donc, il y a certains moments où j'étais réveillé, j'ai vu l'ambulance, je me souviens avoir été à l'hôpital. Tu sais, je me souviens de ces moments-là, mais sur le coup, tu sais pas je savais pas que c'était un arrêt cardiaque. Je savais pas que j'étais sur le point de mourir. C'est comme le lendemain qu'on m'a dit ça, les médecins m'ont dit, tu t'es vraiment passé proche, puis ça aurait pu être la fin, puis c'est comme, wow, c'est là que tu réalises. Mais sur le coup, quand ça arrive, tu sais, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que je vais bien, tu sais. C'est sûr qu'on te dit ça, t'es comme, wow. Ouais, c'est vraiment intense. Puis tu sais, je te dirais que les premières journées, les premières semaines, c'était un peu plus difficile, mais reste que, tu sais, je suis encore là, je suis encore vivant, puis c'est ça qui est merveilleux, tu sais, mais je pense que ça a été plus difficile pour mes proches. Ouais. Parce que eux, ils l'ont vécu autrement, tu sais. Eux, ils étaient dans l'attente de est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va s'en sortir. Tandis que moi, tu sais, je sais pas ce qui se passe, je suis comme, OK, les médecins, il y a 8 médecins autour de moi, tu sais, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? J'espère que je vais bien, tu sais, mais eux, ils sont dans l'attente de, s'il a fait un arrêt cardiaque, tu sais, sois fort, puis reste avec nous, Marco, tu sais, ça a été plus ça, c'est que je me dis que pour eux, ça a été encore plus tough, là, plus difficile pour eux. Donc, tu sais, c'est un épisode. Moi, je suis passé au travers. Les autres aussi, je sais que ça a été difficile pour eux. Mais on est juste très content de comment ça s'est terminé. Ils m'ont implanté un pacemaker parce que ils étaient pas en mesure de réanimer le cœur. T'sais, là, aujourd'hui, je suis avec cette petite machine-là. Et que ça me permet de
C'est-tu Bluetooth, ça? C'est-tu le Wi-Fi, ta petite machine? C'était une blague ou non? Mais, non, mais bon, en tout cas, il fonctionne à distance. Là, ils sont en mesure de voir comment ça se passe au niveau du cœur. Donc, donc c'est quand même assez, c'est impressionnant. Puis ça, d'être papa un an après, est-ce que c'est un heureux hasard ou ça a changé tes projets de vie? C'était prévu, en fait. OK. C'est sûr que l'arrêt cardiaque, c'était pas prévu, mais donc c'est venu peu de temps après. Donc, je te dirais, genre 3 semaines après l'arrêt cardiaque, on a eu la bonne nouvelle. Wow. Puis, c'est ça, c'est comme tellement un peu un paradoxe, là, dans le sens où j'ai failli mourir, puis en même temps, on donne la vie, tu sais. C'était juste un beau cadeau, puis je remercie la vie pour ça, là. Félicitations, Marco, à toi et ta copine. C'est magnifique, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Est-ce que tu utilises ces événements-là dans ta vie ou ce qui t'entoure pour écrire? Tu sais, est-ce que ta création vient vraiment profondément en toi ou t'es tellement attentif à ce qui se passe autour de toi que tu t'es en quelque sorte détaché de ce qui t'arrive à toi? Non, je m'inspire beaucoup de ce que je vis. Du quotidien, les expériences de vie. Donc, déjà même l'incident, là, j'en ai écrit un texte qui va se retrouver sur mon prochain album. C'est sûr, ça nous inspire, tu sais. C'est une période de ma vie, puis j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça, donc forcément, je vais être porté à écrire sur ces sujets-là, tu sais. Mais c'est ça que je dis un peu aussi dans mes ateliers, on me pose la question, d'où vient ton inspiration, tu sais, puis moi, c'est sûr que ça vient un peu de ton quotidien ou du moins de ce que tu as entendu ou des conversations qui t'intéressaient, tu sais, moi, j'écris là-dessus, puis je pense que pour la plupart des artistes, ils s'inspirent un peu de ce qu'ils vivent, puis parce que tu as des émotions par rapport à une situation, par rapport à qu'est-ce que quelqu'un t'a dit, puis c'est à partir des émotions que tu peux écrire quelque chose. Moi, je m'inspire toujours de tout ça. Ouais. Et si on prend, moi, en tout cas, une de mes œuvres préférées que tu as publiées sur YouTube, c'est ton clip Fiston. OK, ouais. Il y a un passage, à un moment donné, tu dis « Mais s'il te plaît, arrête de te morfondre. Je sais que les gens te mordent et font de toi leur proie. Je te l'accorde. Mais il existe d'autres issues afin d'éviter la corde. » Ouais. C'est très... c'est coup de poing, cette phrase-là, je crois. C'est coup de poing. Ouais. T'es à l'aise d'en parler? Parce que tu disais que tu t'inspires beaucoup de ce qui se passe avec toi. Est-ce que c'est un passage de ta vie, ça? Non, c'est pas un passage de ma vie, mais je sais que ça peut arriver pour beaucoup de gens. Je te dirais que ce texte-là, c'est pas directement en lien avec moi, là. Je te dirais que, tu sais, il y avait une vague, tu sais, une certaine époque, je pense que c'était en tout cas, début de 2010, là, tu sais, on parlait beaucoup de cyber-intimidation, tu sais, puis c'est vraiment venu me chercher, puis je suis comme, damn, tu sais, nous, on n'a pas, en tout cas, pour ma part, je l'ai pas vécu, là, comme ça, s'il y avait de l'intimidation, tu sais, il y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Puis là, je me dis, avec les réseaux sociaux, tu sais, ça doit être tellement plus difficile pour les jeunes ou pour les gens, là, de vivre ça. C'est que moi, j'ai eu envie d'écrire un texte par rapport à ça parce que c'est un sujet qui me touche, qui vient me chercher, puis je sais que ça peut arriver, ce moment où est-ce que tu as envie de te suicider, même si moi, j'ai pas pensé à ça ou quoi que ce soit. J'ai déjà vécu de l'intimidation, mais c'était pas de la grosse intimidation. Mais je sais quand même c'est quoi. Moi, je me suis dit d'écrire un texte là-dessus, puis ça peut permettre aux gens de je sais pas, de voir les choses différemment, puis tu sais, puis même pour l'intimidateur ou l'intimidé, tu sais, l'intimidateur, OK, peut-être que c'est mal ce que j'ai fait, ou l'intimidé qui parle pas, qui dit rien, tu sais, alors que c'est bon de parler, tu sais, c'est un peu de tout ça que je voulais dire dans mon texte, puis c'est pour ça que je l'ai écrit, tu sais. Je pense que ça a aidé, tu sais, puis même si c'est une personne que ça peut aider, tant mieux, tu sais. Moi, regarde, c'est une personne, c'est ça. Puis les élèves qui te demandent les élèves, en fait, les jeunes avec qui tu fais des ateliers de slam qui te demandent des inspirations et tout, est-ce que eux, ils finissent par s'ouvrir à toi? Puis, parce que tu sais, veux pas, si tu écris des textes avec eux dans l'atelier, tu dois lire à un certain moment ce qu'ils ont écrit. Ouais. Est-ce que c'est un exercice
que les jeunes ont de la facilité à s'adonner à ça. Ouais, ils ont de la facilité à s'adonner à ça. Par contre, ils sont pas prêts à le partager, ce qui est tout à fait normal. En tout cas pour certains, tu sais, parce que des fois c'est très personnel. Parfois c'est par rapport à leur situation familiale, tu sais. Puis oui, effectivement, des fois je lis des trucs, puis c'est comme man, c'est intense, man. Les parents, par exemple, là, qui les empêchent de faire ce qu'ils ont envie de faire ou qui les obligent à prendre des cours de ci, de ça. Tu sais, moi, j'en ai lu, là, des textes, puis je suis comme, man, les parents, là, pas tous les parents, là, bien sûr, mais pour la plupart des parents, il y a du travail à faire, là, tu sais. Je veux dire, votre enfant, il vit, c'est sa vie, tu sais. Emmenez-le vers ce qui l'intéresse, tu sais. C'est pas à vous de décider. Oui, vous êtes parent, vous voulez vous assurer que ça se passe bien avec lui, mais s'il a pas envie de faire ça, obligez-le pas. Tu sais, c'est comme, ouais. Des fois, je lis des trucs comme ça, puis c'est impossible de rester insensible à ça. Tu sais, mais même si t'es là pour les accompagner à découvrir le slam puis perfectionner leur slam ou tu sais, se développer là-dedans, toi t'es comme témoin de passages de leur vie qui n'auraient pas dit à quelqu'un d'autre. Ah oui, puis il y a même une élève une fois qui s'est confiée à moi, tu sais, puis après j'en ai parlé à la prof, puis même la prof était pas au courant encore une fois d'une situation familiale, puis tu sais, c'est comme, puis des fois les élèves sont plus portés à se confier à des gens qui connaissent comme moins, tu sais, genre, ou qui lui donnent confiance. Peut-être je lui donnais confiance, puis c'est pour ça qu'elle a partagé ça avec moi, mais tu sais, Marco, là, t'as une chaîne YouTube où est-ce que tu donnes un peu, tu sais, même sur ton Instagram, t'as une approche très pédagogique, là, tu sais, tu veux beaucoup aider les autres. Là, t'as fait des projets avec Télé-Québec en classe. Ouais. Ça, c'est fantastique, fou, ça. Ouais, c'était malade. Est-ce que c'est une mission que tu t'es donnée de dire, OK, ben, tu sais, vu que mes choses vont bien dans ma vie puis que le slam, tu sais, je perce à bon rythme, est-ce que tu t'es dit, bon, ben, ma mission, moi, c'est d'aider les autres qui veulent suivre cette voie-là à avoir tous les outils en leur moyen? Non, en fait, c'est venu comme ça dans le sens où j'ai commencé à donner des ateliers d'écriture, premièrement parce que, bon, j'ai vu qu'il y avait des slammeurs qui donnaient des ateliers d'écriture, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis c'est avec le temps que j'ai remarqué que j'aimais beaucoup aider les autres. Donc, déjà d'offrir des ateliers d'écriture, je trouvais ça vraiment passionnant puis lucratif en quelque sorte pour moi et pour eux aussi. Puis ça me faisait du bien, tu sais. Puis au fil des années, j'ai compris que c'est ça, je veux davantage aider les autres parce que ça me fait du bien, puis je pense que ça peut leur faire du bien aussi d'avoir quelqu'un par ses paroles ou whatever comment, tu sais, si je peux les aider, pourquoi pas, tu sais. Donc c'est pas tant une mission que je me suis donnée, mais je me suis rendu compte que j'aime ça faire ça, puis je vais continuer à le faire, tu sais. Parce que j'essaie de penser, tu sais, mes premiers contacts avec le slam, on dirait que c'est pas quelque chose quand j'étais ado au secondaire qui était, tu sais, non, je pense pas. C'était pas encouragé, il y avait pas de ressources pour mais c'était moins connu, c'était moins populaire, c'était moins présent dans. Mais je sais pas en quelle année, là, on parle de quelle année? Moi, j'étais au secondaire de 2005 à 2010. Okay. Puis, c'est pas vrai que j'avais pas eu de contact avec le slam. Le slam, pour moi, ça avait été quelque chose. C'était quelque chose qui avait été présenté comme un rap, mais super engagé. Tu sais, on m'avait montré des artistes qui étaient super politiquement engagés. Puis là, écoute, je me rappelle pas des noms exactement. Mais le slam qu'on m'avait présenté à l'école dans le cadre d'un cours, c'était vraiment des trucs où est-ce que on parlait de conflits sociaux, culturels, on parlait de pauvreté, de clash politique. Fait que, mais j'ai découvert un autre facette du slam quand j'ai découvert tes vidéos où est-ce que tu étais capable de parler de l'humain puis de ses angoisses du quotidien. C'est ça qui est merveilleux avec le slam. Tu peux parler de n'importe quoi. Tu sais, c'est pas obligé d'être engagé, là. Tu sais, le slam, c'est un art qui te permet de t'exprimer. Tu sais, c'est que t'as envie de partager quelque chose, tu peux, tu sais. C'est que, oui, ça peut être engagé, tu peux parler de plein de choses, mais tu peux parler de quelque chose de plus libre, tu peux parler de tes tatous, tu peux parler, tu sais, il y a vraiment pas de limite, tu comprends? Puis je dis tatou parce que je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait.
Puis, mais tu sais, c'est très libre. Puis tu peux aller dans l'humour aussi, il y a vraiment pas de problème. Puis tu sais, toi, t'as entendu mes slams, mais tu sais, t'assistes à une soirée de slam, c'est tellement varié, là. Tu vas être surpris de la variété de styles, de thèmes qu'on peut aborder dans le slam parce que justement, c'est libre. Puis je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est que si t'as juste envie de t'exprimer puis de dire quelque chose, une situation que t'aimes pas ou une situation où est-ce que tu te sentais bien ou peu importe, tu peux le faire, tu sais. Puis moi, c'est ça que je trouve merveilleux, tu sais. Le 7 juillet dernier, tu as publié une vidéo, La scène se répète. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est jusqu'à ce jour ton œuvre la plus engagée? Ouais, je pense que ouais. Ouais, effectivement. Est-ce que c'est un nouveau tournant pour toi? Parce que, tu sais, c'est très difficile de pas réagir puis de pas te prendre position face à une telle tragédie, tu sais. Je me disais, là, comme tu réagissais au meurtre de George Floyd, mais je me disais, après ça, est-ce que c'est un tournant pour toi de commencer à te prononcer sur des événements comme ça puis à vouloir dénoncer et changer les choses avec ton talent? Moi, je l'ai fait, c'est spontané. Hein. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu cet incident tragique-là, puis ça m'a inspiré. J'avais envie de dire quelque chose par rapport à ça, puis c'est venu comme ça. Est-ce que je vais le faire à chaque fois qu'il arrive quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, je trouvais ça important de le faire cette fois-ci. Puis je pense qu'il y a des choses que les gens doivent comprendre par rapport à, ne serait-ce qu'au racisme. Ouais, je trouvais ça important d'écrire là-dessus. Puis c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui prend position ou qui va partager, ben voilà, des trucs plus engagés comme ça ou. Mais en fait, en tant qu'être humain, c'est clair que je veux dire, tu prends position puis tu es engagé en tant que personne, oui, mais peut-être pas en tant qu'artiste. Ouais, peut-être exact. Et les mots, tu ne te voyais pas faire ça avant. Ouais, ben, je me pose pas la question. Moi, j'écris puis je partage, tu sais, j'ai pas de limite, là, en fait. Donc, jamais je vais me dire, et les mots, ils devraient pas écrire un texte sur ça, tu sais. Je me suis jamais dit ça, tu sais, moi, j'y vais sur le flow puis si ça m'inspire, j'écris. Si je vois que ça m'inspire plus ou moins ou j'ai pas grand chose à dire par rapport à un sujet, ça vaut pas la peine d'écrire quelque chose. C'est que des fois, il y a des artistes, à cause du personnage, qui se sont montés. Puis souvent, ça, c'est un côté marketing. Là. Mais souvent, à cause d'un personnage qui se sont attribués ou des œuvres précédentes, ils sont pas en mesure de dire « Ah, OK, ben ça correspond moins à mon personnage. Je vais pas me prononcer là-dessus. » Mais je pense que c'est la mauvaise approche de se limiter par peur de changer la vision que les gens ont de nous. Là. Ouais, c'est ça. Surtout ton personnage, en tout cas, si tu t'es créé un personnage, il doit être en mesure de refléter un peu qui t'es, puis il doit être en mesure de dire ce qu'il a envie de dire, parce que se limiter, c'est la pire des choses. Donc oui, c'est important de dire ce que tu as à dire. Si t'es artiste, là, en tout cas, à mon avis, là, surtout si t'es très inspiré par un sujet, puis tu dis non, je veux pas écrire là-dessus parce que mon personnage, ben là, ça marche pas, là, à mon avis. En tout cas. C'est ma vision de la chose. Mais cette vidéo-là était vraiment impactful, si on peut dire. Moi, en tout cas, ça m'a frappé. C'était très bien fait. Puis, tu sais, j'ai aimé la simplicité de ta vidéo. Tu sais, on va dire fond blanc, tabouret, toi devant la caméra. Tu sais, c'était vraiment les mots là, qui étaient mis de l'avant. Puis, c'est ce que je voulais. C'est comme... Ouais, pas de musique non plus, ni rien. Mais bravo d'avoir fait ça. Ben merci. Puis c'était un peu ça mon but. Je voulais donner de l'impact. Je voulais créer de l'impact aussi à travers cette vidéo-là, avec seulement les mots, tu sais. Tu sais, à coup de mots, à coup de paroles. Tu sais, c'est ça que je dis dans mon texte. Tu sais, c'est pour faire réveiller un peu les gens aussi par rapport à une situation qui s'est produite et qui se produit depuis des années, en fait. Mais on le sait pas parce que c'est pas nécessairement filmé ou c'est parce que c'est ça qui est troublant, mais c'est présent encore aujourd'hui, puis depuis des années, et puis c'est ça qui est malheureux, puis je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là pour plus que ça arrive. Mais ça va être un long processus, mais si on peut commencer dès maintenant, ben pourquoi pas. Je pense on essaie depuis plusieurs années aussi, mais là c'est avec cet incident tragique-là, il y a définitivement un point de non-retour qui a été franchi cette fois-là. Puis tu sais aussi,
Je sais pas si tu as vu aux États-Unis, mais je veux dire, à tous les jours depuis cette tragédie-là, il y a eu une manifestation. Là. Okay. Littéralement à tous les jours. C'est fou, là. Mais avec raison. Pas, hein? Avec raison. Tu sais, je veux dire, depuis des années, depuis des années, ça n'arrête pas. Puis à un moment donné, tu sais, c'est quand que tout ça va changer, comme je dis dans mon texte. Tu sais, c'est comme ça a plus sa place. Ça a plus sa place. Puis il y a quelque chose de beau d'en répondre avec l'art. Tu sais, ça serait facile de sortir puis de brûler des voitures puis de saccager tout tellement. Tu sais, je veux dire, c'est tellement fâchant que ce serait facile de tout casser, mais quand il y a des gens comme toi qui prennent cette colère-là, une forme de colère en fait, puis qui répondent avec l'art, c'est sûr que les premiers jours, tu devais pas être en état d'esprit de faire de l'art comme tu as fait là. C'est sûr que tu as passé à travers un processus de canalisation d'énergie. Puis... oui, mais encore là, tu sais, pour certains artistes, c'est comme... Puisqu'ils sont dans l'émotion en ce moment, ben ça leur permet d'écrire là, maintenant, spontanément, tu sais. Moi, j'ai pris le temps d'écrire, je voulais prendre le temps d'écrire un beau texte. Moi, ça m'a pris plusieurs jours pour le terminer, mais je suis sûr que pour certains artistes, il y en a qui sortaient des vidéos le lendemain, puis 3 jours après la tragédie, puis c'était très sincère, c'était très tout aussi émouvant, tu sais. Est-ce que ce texte-là, on va le retrouver dans ton prochain... Bien sûr, mon prochain album, bien sûr. Puis je vais ajouter de la musique aussi. Encore, c'est ça, minimaliste, là, bien sûr, pour laisser place aux paroles. Donc, l'album est prévu pour l'automne. J'ai pas de date précise encore. Probablement fin octobre, début novembre, ça reste à voir. Okay. Mais ça s'en vient bien, là. Je suis vraiment content. Puis là, ça va être un album complet. Le premier album, c'était vraiment un EP, donc 4 textes sur musique. Là, je vais en avoir 11. Donc là, on parle vraiment d'un album complet, là. Côté production, tu t'es entouré de beaucoup de personnes pour y arriver ou Non, vraiment pas beaucoup. Surtout que mon budget est très limité. C'est la réalité d'un créateur musical québécois. Indépendant aussi, tu sais. Moi, je suis pas signé ou quoi que ce soit. Moi, je fais mes trucs. Puis, tu sais, moi, j'ai aucun problème avec ça, dans le sens que je suis en mesure de le faire. Tu sais, même, tu sais, bon, toi, tu le sais, là, tout ce qui est visuel, c'est moi qui le fais, là. Tu sais, c'est pas. Puis tant mieux parce que tu sais, j'ai pas engagé un graphiste ou quoi que ce soit, tu sais. C'est qu'au niveau de la production aussi, là, c'est sûr que je peux pas faire mes chansons à moi. Donc, c'est sûr que je dois engager un beatmaker pour les beats, justement. Puis encore là, des fois, ça peut être très cher, là, les beats. C'est que moi, je vais sur un site internet, là, pour trouver des artistes qui proposent leur talent en musique. Service, ouais. C'est ça, exactement. Puis ça revient moins cher aussi, donc... c'est comme ça que j'ai travaillé. Par contre, pour le mix et mastering, là, je m'assure d'avoir quelqu'un d'ici, à Montréal, qui va s'assurer que, justement, ça soit bien mixé, masterisé. C'est que c'est vraiment comme ça que je procède. Donc, au départ, j'ai le texte, je peux envoyer le texte en a cappella au beatmaker, puis je lui donne une référence musicale. Donc, lui, à partir de là, il va s'inspirer de cette référence-là, puis il va me proposer une musique semblable, qui correspond bien au texte aussi. Puis c'est comme ça qu'on avance. Puis on réussit à créer quelque chose de vraiment bien. Mais c'est cool ça, tu sais, des fois il y a des artistes où il faut absolument se louer un studio à 5 000$ par jour. Ah, mais plus de nos jours. Ils construisent... récemment, j'avais entendu une entrevue avec Urbania qui disait que le dernier album de Loud avait coûté 100 000 de production. Oui, mais quand t'es rendu à un niveau comme Loud, là, tu peux te le permettre parce que de toute façon, il y a de fortes chances que tu aies des subventions aussi du gouvernement pour te permettre de créer un album de qualité. C'est que oui, ça peut arriver encore pour des artistes comme Marc Dupré ou whatever, tu sais, mais pour des artistes indépendants qui débutent, c'est pas nécessaire. C'est drôle ta référence Marc Dupré. Non, oui, c'est parce que... Mais c'est parce que en tout cas, j'ai eu une conversation récemment, puis okay. Mais effectivement, Marc Dupré, il est en mesure de proposer un album professionnel avec de la qualité, là, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est que des fois, je trouve que le mot qualité résonne pas nécessairement avec le montant qui a été mis dedans. Tu sais, j'ai vraiment hâte de l'entendre, ton album. Puis c'est juste des fois, c'est ça, je me dis, on est en 2020, on a tellement de ressources en ligne, tu sais, t'engages des beatmakers sur Internet qui offrent le service, je veux dire,
who knows? Tu sais, au final, quand j'écoute l'album, je pourrais pas dire hey, what the fuck, le gars il a engagé des artistes sur Internet. Je veux dire, si c'est bien réalisé, ça se remarquera pas, là. Ah oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. Puis surtout que moi, je mise sur la qualité, donc je veux m'assurer que ce soit très professionnel. Mais c'est vrai que qualité, c'est très relatif comme mot, là. Mais oui, c'est sûr que je mise malgré tout, malgré mon petit budget sur la qualité, là, c'est sûr et certain. En terminant, Marco, tu connais le podcast de Mike Ward, Sous-écoute? J'ai déjà écouté vaguement. Ouais. Mais... Je sais pas si tu as déjà entendu des artistes comme Preach ou Anthony Cavana, Alex Pépin, qui ont aussi des origines haïtiennes. Ouais. Puis qui disaient que pour eux, c'était important de renouer avec leur origine, puis aussi d'aller jouer là-bas. Que c'était important pour eux que les Haïtiens savent que eux font rayonner au Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé ou est-ce que c'est dans tes plans, toi, d'aller en Haïti un jour performer? Ben, c'est sûr que ça serait vraiment le fun, tu sais. Puis moi, ma communauté haïtienne, je l'adore. Justement, j'avais écrit un texte en créole, un texte de slam. Mais tu sais, moi, je parle pas beaucoup créole, donc c'est mon père qui m'a aidé à écrire le texte. Puis je l'avais partagé sur une scène où est-ce que c'était pas mal la communauté haïtienne, donc c'était que des Haïtiens dans la salle. Puis la réaction a été formidable, tu sais. C'est moi je me dis ben oui, ça vaut la peine d'aller en Haïti pour éventuellement donner un spectacle, ça sera vraiment le fun parce que reste que c'est ça, c'est mes racines, c'est mes origines, puis il faut pas délaisser ça du tout. Donc moi la communauté haïtienne c'est important. Donc puis est-ce que c'est quelque chose là-bas qui est reconnu le slam? Est-ce que ça gagne en popularité en Haïti? Je suis pas très au courant. Je sais qu'il y en a qui m'écrivent sur Instagram ou whatever. Là. Ah oui, tu connectes avec des gens de là-bas sur... Ah ben oui, ben tout est possible avec les réseaux sociaux. Puis eux, dès qu'ils voient un Haïtien, là, ils capotent. Là. Un Haïtien qui fait du slam, oh, je vais lui écrire. Tu sais, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais, déjà, je connais des gens qui en font un peu là-bas. Mais je sais pas, tu sais, je connais pas où ils en sont ou la popularité du slam là-bas, mais je sais qu'il y en a qui en font, puis c'est déjà bien. Émile, t'avais-tu d'autres questions, toi? Ben, salut Marco, j'aurais juste tu nous parles de ta performance avec les 400 musiciens, tes champions, Ilam et Mélissa. Ouais. Comment tu as vécu cette soirée-là, puis comment t'as réussi à te rendre là? C'est quand même extraordinaire comme expérience. Ouais. Donc, premièrement, comment j'ai eu ça? Là, parce que souvent, c'est la question qu'on me pose. Déjà, c'est une amie qui connaissait DJ Champion, qui lui a parlé de moi. Puis lui, dans le fond, DJ Champion, il travaillait sur un album. Il travaillait sur un album en lien avec ce spectacle symphonique-là. Donc là, lui, il cherchait une introduction slamée pour une de ses trames musicales. OK. Puis, il avait entendu un de mes textes sur Internet sur le Québec. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un texte qui parle de ma richesse, de mes deux cultures, puis du Québec. Ouais. Puis, lui cherchait quelqu'un pour écrire un texte sur Montréal. Donc, il s'est dit, je pense qu'il pourrait être bon pour écrire un texte sur Montréal. Il m'a contacté, tu sais, il aimait beaucoup ce que je faisais, c'est qu'il avait vu d'autres vidéos aussi, il m'a contacté, puis il m'a dit si j'étais intéressé à écrire un petit quelque chose sur Montréal. C'est que moi, j'ai dit oui. J'ai entendu sa trame musicale, j'ai écrit le texte sur Montréal, j'ai été l'enregistrer en studio, puis ça s'est super bien passé. Puis par la suite, le producteur a entendu ce que j'avais écrit, ce que j'avais fait. Puis dans le fond, le producteur était aussi l'organisateur de l'événement Montréal Symphonique. Par pur hasard. Ouais, par pur hasard. Mais je pense que c'était prévu parce que l'album, c'était vraiment en lien avec ce spectacle-là. Mm-hmm. Mais tu sais, il était pas obligé de me mettre sur le spectacle. Mais c'est lorsqu'il a entendu ce que j'ai fait, le slam que j'ai écrit, qu'il a dit, OK, il faut mettre ça dans le spectacle. Absolument. Mais oui, c'est grandiose. Là. Ouais, c'est ça. Donc, on s'est rencontrés. Il m'a dit, est-ce que tu es capable de performer devant 100 000 personnes? Peut-être. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que j'ai accepté avec plaisir. Mais tu sais, évidemment, il m'a mis de la pression, là, le gars, là.
Tu sais, ils voulaient vraiment que ce soit... 100 000 personnes. Ouais, c'était... 100 000 personnes. Là, c'est du monde. C'est du monde. C'est du monde en temps. C'est que c'est ça. Moi, je me suis assuré de mon côté de livrer la marchandise. C'est que j'ai répété, puis ça s'est bien passé, mais je vais t'avouer quelque chose. J'ai trouvé ça moins stressant que les autres soirées de slam que je faisais devant 50 ou 100 personnes. Pourquoi? Parce que un spectacle comme ça, t'es vraiment bien entouré. Déjà, il y a beaucoup de monde sur la scène, tu sais. Mm-hmm. T'as aussi une régisseuse qui est là, tu sais, juste avant ta performance, il dit « Amuse-toi », tu sais, puis il t'encourage, tu sais. C'est que déjà là, tu sais, moi, ça me met en confiance davantage. On avait 2 répétitions les jours d'avant le spectacle. Ça aussi, ça me permet de voir, OK, la scène, ça va se dérouler comme ça. OK, je suis bien, tu sais, je me sens bien. Puis une fois que tu le fais, tu sais, une fois que tu arrives sur la scène, lors du grand moment, ben là, tu te dis, ah, ben c'est pas si pire, finalement. Puis là, tu performes, puis c'est super bien, ça se passe super bien. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était un moment magique. Mais tout s'est bien déroulé, puis... Oui, c'est bien mieux que Walt Disney, ça. Monter sur une scène de même devant 100 000 personnes, livrer un texte pour Montréal, c'est merveilleux. C'était court, mais malgré tout, c'est un merveilleux cadeau là, qu'on m'a offert, donc... Mais ça serait cool de te revoir pour la 400e. Ah oui, peut-être un peu vieux, par contre. Ben Marco, merci pour aujourd'hui. Ça a été bien agréable de te parler. J'ai hâte de te revoir quand on va pouvoir revenir au bureau. Là, en ce moment, tu travailles de chez toi, c'est ça? Hey, je suis rendu à Québec. Pour donner une idée. Ah ouais? Ouais, j'étais plus capable de Montréal. Ah ouais, ok. Télétravail, fait, je me suis dit, ben garde, tant qu'à travailler, tu sais, en télétravail, là, que tu travailles de Huntsic, Cartierville ou de Limoilou à Québec. Non, c'est ça. Surtout pour du montage vidéo, du motion. Ben non, c'est ça, tu sais, puis on s'est rendu compte qu'un meeting Zoom, c'est bien plus efficace. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre compte Instagram larévolte.culturel. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Music et YouTube.